Je suis maintenant un vieil homme, et comme beaucoup d'habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez mouvementée. J'ai été témoin d'une révolution. J'ai fait la guerre dans des conditions particulièrement meurtrières. J'appartenais à l'un de ces régiments que les états-majors sacrifient froidement à l'avance, et dont en 8 jours il n'est pratiquement rien resté. J'ai été fait prisonnier. J'ai connu la faim, le travail physique, jusqu'à l'épuisement. Je me suis évadé. J'ai été gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou naturelle. J'ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires d'église, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés. J'ai partagé mon pain avec des truands. Enfin, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Et cependant, je n'ai jamais encore, à 72 ans, découvert aucun sens à tout cela. Si ce n'est, comme l'a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que si le monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien, sauf qu'il est. Bonjour à toutes et à tous, et pardon pour ce début un peu abrupt. Ces mots sont ceux de l'auteur que j'avais envie de vous présenter, et qui, me dit-on souvent, n'est plus vraiment lu à l'heure actuelle. Claude Simon. Si Claude Simon est à juste titre associé au nouveau roman, il est bien au-delà de cette étiquette et de ce groupe. Claude Simon, c'est avant tout une écriture singulière, une écriture novatrice, à l'égal d'un Proust, d'un Céline. Ses longues phrases, son vocabulaire riche, précis, ses entrelacements de souvenirs, les réseaux de mémoire et les descriptions qu'il tisse dans ses livres, nous font entendre et voir la petite et la grande histoire. Chez Simon, tous les temps se rencontrent. Il n'y a pas de linéarité. C'est à l'image d'une vie, de notre vie. Aucune vie n'est linéaire. Ce serait trop simple, n'est-ce pas? J'ai médité ce roman pendant 20 ans, dit-il, mais je craignais de verser dans l'héroïque ou dans le pitoyable. Et puis je ne trouvais pas le moyen de le composer comme je le souhaitais. Enfin, je m'y suis mis et j'ai d'abord travaillé 8 mois dans le noir. Ce livre, je ne le voyais pas. Je ne voyais apparaître que des émotions simultanées dans mon esprit. Tout se présentait en même temps. Ce livre, dont parle Simon, c'est La Route des Flandres. Et c'est ce livre que je vous recommande pour entrer dans son univers, dans son monde, dans son écriture. Il tenait une lettre à la main. Il leva les yeux, me regarda, puis de nouveau la lettre, puis de nouveau moi. Derrière lui, je pouvais voir aller et venir passer les taches rouges, acajou, ocre des chevaux qu'on menait à l'abreuvoir. La boue était si profonde qu'on enfonçait dedans, jusqu'aux chevilles. Mais je me rappelle que pendant la nuit, il avait brusquement gelé, et Wack entra dans la chambre en portant le café, disant « Les chiens ont mangé la boue ». Je n'avais jamais entendu l'expression. Laissez-vous glisser dans ces premières phrases de La Route des Flandres. N'écoutez pas ceux qui disent que Simon est compliqué ou abscon. Ils mentent. Ils racontent des fables, car c'est bien plus vendeur pour eux. À une époque où on simplifie tout, où le sens est parfois absent, l'esthétique, la poétique d'un Claude Simon est salvatrice. Et il est également plus contemporain que la plupart des contemporains. Comme disait le jeune poète à Rilke, quand les grands parlent, les petits se taisent. Je vais donc me taire et vous souhaiter une belle lecture
en compagnie de ce merveilleux et nécessaire auteur qu'est Claude Simon. Claude Simon, La route des Flandres. Il tenait une lettre à la main, il leva les yeux, me regarda, puis de nouveau la lettre, puis de nouveau moi. Derrière lui, je pouvais voir aller et venir, passer des taches rouges, acajou, ocre, des chevaux qu'on menait à l'abreuvoir. La boue était si profonde qu'on enfonçait dedans jusqu'aux chevilles, mais je me rappelle que pendant la nuit, il avait brusquement gelé, et Wack entra dans la chambre en portant le café, disant « Les chiens ont mangé la boue ». Je n'avais jamais entendu l'expression. Il me semblait voir les chiens, des sortes de créatures infernales, mythiques, leurs gueules bordées de roses, leurs dents froides et blanches de loup mâchant la boue noire dans les ténèbres de la nuit. Peut-être un souvenir. Les chiens dévorant, nettoyant, faisant place nette. Maintenant, elle était grise, et nous nous tordions les pieds en courant, en retard comme toujours pour l'appel du matin, manquant de nous fouler les chevilles dans les profondes empreintes laissées par les sabots et devenues aussi dures que de la pierre. Et au bout d'un moment, il dit « Votre mère m'a écrit. » Ainsi, elle l'avait fait malgré ma défense. Je sentis que je rougissais. Il s'interrompit, essayant quelque chose comme un sourire, mais sans doute lui était-il impossible non d'être aimable, il désirait certainement l'être, mais de supprimer cette distance. Cela étira seulement un peu sa petite moustache dure, poivre et sel. Il avait cette peau du visage tanné des gens qui vivent tout le temps au grand air, et mat. Quelque chose d'arabe en lui, sans doute un résidu d'un que Charles Martel avait oublié de tuer. Alors, peut-être prétendait-il descendre non seulement de sa cousine, la Vierge, comme ces nobliaux de voisins du Tarn, mais encore par-dessus le marché sans doute de Mahomet. Il dit « Je crois que nous sommes plus ou moins cousins », mais dans son esprit, je suppose qu'en ce qui me concerne, le mot devait plutôt signifier quelque chose comme moustique, insecte, moucheron. Et de nouveau, je me sentis rougir de colère, comme lorsque j'avais vu cette lettre entre ses mains, reconnu le papier. Je ne répondis pas. Il vit sans doute que j'étais en colère. Je ne le regardais pas, lui, mais la lettre. J'aurais voulu pouvoir la lui prendre et la déchirer. Il agita un peu la main qui la tenait dépliée. Les coins battirent comme des ailes dans l'air froid. Ses yeux noirs sans hostilité ni dédain, cordiaux même, mais distants eux aussi. Peut-être était-il seulement tout aussi agacé que moi, me sachant gré de mon agacement tandis que nous continuions cette petite cérémonie mondaine plantée là, dans la boue gelée, faisant cette concession aux usages, aux convenances, par l'égard tous deux pour une femme qui, malheureusement pour moi, était ma mère. Et à la fin, il comprit sans doute, car sa petite moustache remua de nouveau, tandis qu'il disait « Ne lui en veuillez pas, il est tout à fait normal qu'une mère, elle a bien fait. Pour ma part, je suis très content d'avoir l'occasion, si jamais vous avez besoin de, et moi, merci mon capitaine. Et lui, si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à venir, et moi, oui mon capitaine. » Il agita encore une fois la lettre. Il devait faire quelque chose comme environ -7 ou -10 dans le petit matin, mais il ne semblait même pas s'en apercevoir. Après avoir bu, les chevaux repartaient entre-temps, par deux, les hommes courant au milieu, jurant après eux et s'amusant à se suspendre au bridon. On pouvait entendre le bruit des sabots sur la boue gelée, lui répétant « Si quelque chose ne va pas, je serais heureux de pouvoir », pliant ensuite la lettre, la mettant dans sa poche, m'adressant de nouveau quelque chose qui, dans son esprit, devait être encore un sourire et qui tiraillait simplement une nouvelle fois sur le côté la moustache poivre et sel, après quoi il tourna les talons. Par la suite, je me contentais simplement d'en faire encore moins que je n'en faisais déjà.
J'avais simplifié la question à l'extrême. Décrochant les 2 étrivières en descendant de cheval, débouclant la sous-gorge dès que je lui avais coupé l'eau 1 ou 2 fois, et alors enlevant toute la bride d'un seul coup, trempant le tout dans l'abreuvoir pendant qu'il finissait de boire. Et ensuite, il rentrait tout seul à l'écurie, moi marchant à côté, prêt à l'attraper par une oreille. Après quoi, je n'avais plus qu'à passer un chiffon sur les aciers et de temps en temps un petit coup de toile émerie, quand ils étaient vraiment trop rouillés, mais de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose parce que sur ce point-là, ma réputation était faite depuis longtemps et ils avaient renoncé à m'embêter et je suppose, d'ailleurs, qu'en ce qui le concerne, ils s'en fichaient pas mal et que faire semblant de ne pas voir quand il passait l'inspection du peloton était une politesse faite à ma mère sans trop d'efforts. À moins que l'asticage ne fît aussi partie pour lui de ces choses inutiles et irremplaçables, de ces réflexes et traditions ancestralement conservées, comme qui dirait dans la Saumure, et fortifiées par la suite, quoique après ce qu'on racontait, elle, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire l'enfant qu'elle avait épousé, ou plutôt qu'il avait épousé, s'était chargé en seulement 4 ans de mariage de lui faire oublier, en tout cas mettre au rencard, un certain nombre de ses traditionnelles traditions. Que cela lui plût ou non, même en admettant qu'il eût renoncé à un certain nombre d'entre elles, et peut-être non pas tant par amour que par force, ou si l'on préfère par la force de l'amour, ou si l'on préfère forcer par l'amour, il y a des choses que le pire des abandons, des renoncements, ne peut faire oublier, même si on le voulait, et ce sont, en général, les plus absurdes, les plus vides de sens, celles qui ne raisonnent ni ne commandent. Comme par exemple, ce réflexe qu'il a eu de tirer son sabre quand cette rafale lui est partie dans le nez de derrière la haie. À un moment, j'ai pu le voir ainsi, le bras levé, brandissant cette arme inutile et dérisoire dans un geste héréditaire de statut équestre que lui avaient probablement transmis des générations de sabreurs, silhouette obscure dans le contre-jour qui le décolorait comme si son cheval et lui avaient été coulés tout ensemble dans une seule et même matière, un métal gris, le soleil miroitant un instant sur la lame nue, puis le tout, homme, cheval et sabre, s'écroulant d'une pièce sur le côté, comme un cavalier de plomb commençant à fondre par les pieds et s'inclinant lentement, d'abord, puis de plus en plus vite sur le flanc, disparaissant, le sabre toujours tenu à bout de bras derrière la carcasse de ce camion brûlé, effondré là, indécent, comme un animal, une chienne pleine traînant son ventre par terre, les pneus crevés, se consumant lentement, exhalant cette puanteur de caoutchouc cramé, la nauséeuse puanteur de la guerre suspendue dans l'éclatante après-midi de printemps, flottant, ou plutôt stagnant, visqueuse et transparente, mais aurait-on dit visible comme une eau croupie dans laquelle auraient baigné les maisons de briques rouges, les vergers, les haies,